Bienvenue, chers clients. Au service du jour, nous allons quitter le sujet LGBTQ+, pour parler de démocratie. Car oui, si vous lisez la description de cette chaîne, vous verrez qu'elle a été créée pour critiquer l'autoritarisme moderne. Je ne peux donc pas ignorer ce qui se passe avec le gouvernement Macron, sa réforme des retraites, et surtout son usage abusif du 49.3. Et aussi, je n'ai pas envie de parler toujours de la même chose. Ceci dit, le sujet est bien trop vaste pour être abordé dans son entièreté. Alors, je vais juste me concentrer sur un argument qui revient très souvent. La France a réélu démocratiquement Macron. Alors, on ne peut pas nous plaindre. Un argument qui est d'ailleurs repris par le président lui-même. Il y a eu aussi un premier tour qui m'a placé en tête où les choses avaient été dites en très grand détail et clairement. Et il y a ensuite eu des législatives qui ont donné une majorité relative, mais où les choses étaient portées clairement. Donc on ne peut pas non plus faire comme s'il n'y avait pas eu d'élection il y a quelques mois. C'est juste ça ce que je dis, avec beaucoup de calme, parce que cette réforme, elle fait partie de ce qui avait été aussi présenté. Après, moi j'en défends, comme je vous l'ai dit, surtout la nécessité et la justice. Cependant, cet argument est, je trouve, vraiment caduque. On nous présente le vote démocratique comme la panacée, mais si vous voulez mon avis, je pense qu'on est depuis longtemps arrivé à la limite de ce système. Et si j'ose même, je dirais que la démocratie est fondamentalement impossible à mettre en place de toute façon. Dans cette vidéo, je vais tenter de vous expliquer mon point de vue sur le pourquoi le vote du peuple n'a pas tant sa sacro-sainte valeur qu'on lui donne. Commençons par le commencement. Je vais dire pas mal de banalités au début, mais c'est important afin de comprendre la suite. Donc, démocratie, qui vient du grec demos kratos, signifie littéralement le pouvoir au peuple. L'idée, comme vous le savez tous, est d'avoir un système où c'est le peuple qui décide, directement ou indirectement. Ceci dit, si le pays devait attendre que ses millions d'habitants se mettent d'accord, on ne prendrait jamais la moindre décision. C'est pourquoi on a opté pour une démocratie représentative où, dans l'idéal, le peuple va voter pour des gens de confiance qui vont prendre les décisions dans l'intérêt de leurs électeurs. Enfin ça, c'est dans le pays des merveilles. Vous le savez très bien, dans la réalité, c'est souvent l'inverse qui se passe. Et c'est là qu'on se heurte au premier problème. C'est le peuple qui doit choisir. Mais est-ce que le peuple est réellement en capacité de choisir? En France, pour voter, il suffit d'être un Français de 18 ans. En 2022, 48,7 millions d'électeurs se sont inscrits pour l'élection présidentielle. Et je suis désolé de le dire, mais dans tous ces gens, je dirais qu'au bas mot 80% ne sont absolument pas informés sur la politique. Mais attention, je ne dis pas que le peuple est stupide. Je dis que monsieur et madame tout le monde ne peuvent décemment pas s'intéresser H24 à la politique et aux tenants et aux aboutissants de chaque décision politique. Et c'est totalement normal. Quand vous vous levez le matin pour aller bosser jusqu'au soir, vous n'avez pas forcément envie de passer votre peu de temps libre à consulter l'actualité politique. Mais qu'importe la raison, justifiée ou pas, le résultat reste le même. On se retrouve avec une énorme majorité de la population qui n'a qu'une idée très sommaire de la vie politique. C'est alors une population qui devient facile à manipuler et à qui il est facile de mentir, puisque monsieur et madame tout le monde ne tiennent évidemment pas un dossier de chaque élocution politicienne. Et là, on arrive à la première et la plus essentielle des limites de la démocratie, et du pourquoi ce système n'est fondamentalement pas réalisable dans nos sociétés. Pour qu'une démocratie fonctionne comme elle a été prévue, il faut absolument que la majorité de la population reste relativement active dans la vie politique. Sauf que dans la réalité, c'est évidemment impossible, car les gens ont d'autres choses à faire, comme par exemple faire tourner le pays. Et c'est dans ce contexte de mal-information que les médias interviennent. Comme leur nom l'indique, les médias sont des médiums qui permettent d'amener l'information au reste de la population, qui n'a pas le temps de s'informer par elle-même. Mais bien évidemment, ce sont les médias qui choisissent quelle information donner à leur public, selon leur ligne éditoriale. Et comme leur public ne va généralement pas aller revérifier les sources, les médias ont un contrôle total sur l'information que reçoit le public. Ce ne serait pas un problème si les médias en question étaient tous différents et indépendants. Si c'était le cas, chaque média aurait une ligne éditoriale différente et les informations apportées se compléteraient. Sauf que ce n'est pas le cas. Comme vous le savez tous, les grands médias appartiennent totalement à quelques grandes fortunes, qui bien évidemment cherchent à protéger leurs intérêts. Et c'est le cas partout, pas uniquement en France. La résultante est que les médias deviennent complètement biaisés et, plutôt que d'apporter une information, cherchent bien plus à pousser un narratif, une histoire fictive qui finit par devenir vérité dans la tête du public,
tant elle est répétée, puisqu'il n'y a presque personne pour donner un autre son de cloche. Tenez, voici un exemple de narratif. Actuellement, la politique occidentale cherche à tout prix à pousser au mondialiste, l'effacement des frontières, le vivre ensemble, etc. Donc, quand l'affaire de Telford a éclaté, vous pouvez imaginer que ce n'était pas bon politiquement. Pour ceux qui ne sont pas au courant, l'affaire des grooming gangs de Telford est cette terrible histoire où plus d'un millier de jeunes filles, et même mineures, ont été exploitées sexuellement et traitées comme des prostituées par un groupe de Pakistanais. Et ce, pendant des dizaines d'années. Une affaire sordide en tout point. Et quand l'affaire éclate enfin, comment nos médias en parlent? Voici un article de l'Observateur. Le scandale de pédophilie de Telford fait le miel de la fachosphère. L'affaire réactive clichés et fantasmes xénophobes, outre-Manche et en France. Et oui, nos médias ont l'audace de minimiser le viol répété sur plus d'un millier de gamines, et d'accuser en plus ceux qui s'insurgent de racisme, de xénophobie et bien sûr de fascisme. J'ai pris cet exemple en particulier pour que vous réalisez bien quelle extrémité nos médias sont prêts à prendre pour avancer leur agenda politique. Parce que oui, les médias nous mentent et nous manipulent, n'importe qui le sait, mais peu de gens réalisent leur niveau de pourriture réel. Si les médias sont capables de minimiser le viol à répétition de milliers de gamines pour leur agenda politique, de quoi d'autre sont-ils capables? Et dire que ces gens-là osent nous faire la morale ensuite. Maintenant que nous avons fait un point sur le peuple qui n'est pas en capacité de correctement s'informer par lui-même, et les médias qui sont non seulement possédés par les mêmes, mais qui sont prêts à tout pour avancer leur politique, parlons maintenant de l'illusion du choix. Il y a une constante dans chaque pays, c'est que le paysage politique ne se renouvelle jamais. C'est toujours les mêmes qui se représentent depuis des décennies. Et même quand il y a un nouveau qui apparaît, on apprend peu après qu'il n'est qu'un rejeton des anciens. Donc, lorsqu'il s'agit d'élire de nouveaux chefs, eh bien, ce sont toujours les mêmes, avec toujours les mêmes promesses vides qui ne sont pas tenues depuis des décennies. Alors oui, techniquement, presque n'importe qui peut se présenter au premier tour des présidentielles. Mais les conditions d'entrée sont tellement rigides que même avec toute la bonne volonté du monde, c'est mission impossible. Surtout concernant les 50 signatures d'élus, qui sont impossibles à réunir sans avoir déjà un énorme réseau. Résultat, dans les faits, ce sont toujours les mêmes qui peuvent se présenter. Et encore, parce que même dans cette liste restreinte, on sait tous que généralement, seuls 3 candidats ont réellement une chance d'atteindre le second tour. Donc oui, on nous donne le choix, mais avec toutes ces conditions et contraintes, est-ce réellement un choix? Cela fait longtemps que la réalité des faits répond à cette question par la négative. Dans ces conditions, ce n'est pas étonnant que le peuple perde de plus en plus le peu de confiance qu'il a en la politique et se démotive. Au fond, chacun sait que le choix politique n'est qu'illusion, car petit candidat n'a aucune chance de gagner, et que ce sont toujours les mêmes qui arriveront au sommet, quand bien même ils sont détestés par une grande partie de la population. En sachant cela, c'est évident qu'on se demande à quoi bon voter, ce qui propulse le taux d'abstention au sommet. Un taux d'abstention qui est d'ailleurs complètement ignoré dans le résultat final par les médias. Prenez le résultat du second tour par exemple. À la victoire de Macron, les médias ont clamé haut et fort que Macron a eu 58,55% des voix, donnant l'illusion que 58,55% des Français ont voté pour lui. Sauf que si on regarde les chiffres, seuls 18,7 millions de personnes ont voté pour lui. Sur 48,7 millions d'inscrits, cela correspond à 39% des voix. Et encore, je parle de 39% des votes pour Macron, mais on sait tous que le véritable chiffre serait bien moins élevé si Marine Le Pen n'était pas au second tour. Selon un sondage relayé par Public Sénat, 42% ont voté pour Macron juste pour faire barrage à Marine. Si on soustrait 42% des 18,7 millions, cela nous fait à peine environ 11 millions, soit 22,5% de la totalité des votants. Et là, on arrive à un autre problème de notre démocratie. Peut-on réellement considérer qu'un type dont 77,5% de la population ne voulait pas comme président, comme légitime? C'est évident que non. Mais notre système électoral est fait de façon à permettre ce genre d'absurdité. Alors oui, Macron est notre président. Mais ce titre de président n'est justement plus que cela.
un titre, vide de tout sens légitime. Et avant de lancer la conclusion, j'aimerais faire un point rapide sur ce fameux barrage à la haine. L'idée derrière ce barrage, c'est que si Marine arriverait un jour au pouvoir, la France se transformerait en une sorte d'État totalitaire fasciste et deviendrait une sorte d'enfer où la population perdrait la quasi-totalité de ses acquis sociaux. Une sorte de vision cauchemardesque, complètement manufacturée par les médias qui diabolisent absolument tout ce qui a trait de peu ou de loin au nationalisme et qui critiquent l'immigration de masse. Cette diabolisation est à un tel point que même avoir un drapeau français est mal vu pour certains. Qu'on soit d'accord ou pas avec Le Pen, je pense qu'il est ridicule de croire qu'elle transformerait la France en un remake du Troisième Reich si jamais elle arriverait au pouvoir. Mais cette peur est profondément inscrite dans une bonne partie de la population française. Une peur si terrible qu'il devient même impossible de mentionner voter pour Marine, même s'il s'agit de faire barrage contre Macron, sous peine d'être considéré comme un paria de l'humanité, comme si on venait de littéralement vendre son âme au diable. Dans ces conditions, où cette terreur fantasmée règne, il est impossible d'avoir un véritable débat constructif. On se souvient tous de ce gilet jaune, qui malgré le fait qu'il ait perdu sa main dans une manifestation, disait qu'il serait prêt à voter pour Macron, car il a peur que le fascisme revienne. Il y a un tel traumatisme en fait de la répression qui a été, et je le sais puisque effectivement voilà, moi j'ai eu ma main arrachée donc le 8 décembre 2018, donc à acte 4. Par contre, j'appelle pas forcément ni à l'abstention et surtout pas à Marine Le Pen, parce que ces mêmes policiers qui nous ont tiré dessus, ce sont des policiers qui votent majoritairement Front National. Une fois que ce sera une fasciste au pouvoir, mais évidemment que ça va être un festival de violence policière, ça va être un festival de meurtre. Enfin, vraiment, il va y avoir un carnage, quoi. Enfin, là-dessus, c'est évident. Donc, une fois que les gens se sont fait arracher les mains, se sont fait crever des yeux, c'est beaucoup plus compliqué d'aller en manifestation en sachant qu'on risque sa vie, quoi, ni plus ni moins. Donc oui, là-dessus, moi, j'ai beaucoup plus peur de Marine Le Pen que de Macron. Donc moi, si quelqu'un veut vote abstention, fait l'abstention, moi, ce sera mon cas, pour le coup, je pense. Et encore, je suis même pas sûr de pas me dégonfler au dernier moment et d'aller voter Macron, j'en sais rien. Qu'on se rende compte, chez ce type, la peur du spectre de l'extrême droite est si forte qu'elle supplante même les violences physiques et bien réelles qu'il a subies. C'est pour vous dire à quel point la majorité de la population française a si peur de Le Pen qu'il sera très difficile pour elle de gagner face à n'importe qui, même face à un Macron. D'ailleurs, je m'avance un peu, mais je pense même que si là, tout de suite, après la débâcle des réformes des retraites, on referait un Macron-Marine, il y a de bonnes chances pour que Macron repasse. Vous pensez que c'est absurde? Sans doute. Mais est-ce réellement plus absurde que ce gilet jaune qui est prêt à revoter pour le type qui lui a arraché sa main? Et donc, après avoir dit cela, où est-ce qu'on en est? Entre un peuple qui n'a pas le temps de s'informer, des médias manipulateurs corrompus jusqu'à la moelle, un système électoral complètement cassé, un paysage politique fondamentalement identique depuis des décennies, et le chantage au barrage du second tour, notre démocratie est vraiment mise à mal. Finalement, le peuple est bien plus une marionnette malmenée que le véritable centre du pouvoir. Nous sommes très loin d'être dans une véritable démocratie fonctionnelle. Et ainsi, tous les arguments cherchant à légitimer nos institutions sous prétexte que c'est le peuple qui a voté pour sont caducs. Puisque dans les faits, le peuple ne décide pas, il subit. Nous sommes comme des rats coincés dans un labyrinthe. Nous pouvons faire les choix de tourner à droite ou à gauche, mais au final, la sortie reste toujours la même. Et je pense qu'il est très important de préciser cela et de démystifier l'argument de la démocratie, tant celui-ci est utilisé, et surtout par nos institutions justement. Et comment se sortir de ce pétrin, me demanderiez-vous? En réfléchissant bien, le problème de notre démocratie, si elle est si défectueuse, c'est que tout est fait pour désensibiliser le citoyen. Il ne se bat plus pour ses droits. Il vit juste en espérant que le lendemain ne sera pas trop pire, en étant persuadé que de toute façon, rien ne changera réellement au niveau politique. Si on devait trouver une solution, c'est surtout au niveau de cette léthargie du peuple qu'il faut travailler. Le mouvement des Gilets jaunes et les manifestations actuelles contre la réforme des retraites sont un bon début. Car même si ces mouvements ne fonctionnent pas, au moins, ils remettent la politique au centre du débat public.
Cependant, il faut également que ces mouvements politiques perdurent et ont un réel effet au long terme sur la population, car tout ceci ne sert absolument à rien si dans un an, tout est oublié et que tout le monde retourne à sa petite vie routinière et léthargique. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire et ainsi se termine mon service. J'espère qu'il vous a plu. Je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous.